j'ai su que c'était vraiment fini le football. Je savais que le football, mon rêve de devenir professionnel était vraiment terminé. Parce que même avec la blessure, j'arrivais quand même à jouer, à faire des bons matchs. Voilà, je voulais pas accepter que je pouvais plus faire du foot de haut niveau. Le football, ça peut rester, c'est un rêve pour beaucoup d'enfants, mais malheureusement, ce rêve-là, c'est un rêve dont très peu pourront y accéder. C'est pour ça que je dis toujours le football, c'est un vecteur qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire que tu peux parler allemand, français, soninké, anglais. Si on vous donne le ballon, vous allez parler le même langage. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est riche dans le métier du recrutement. C'est vraiment de rassembler des garçons qui ont grandi dans différents horizons et de pouvoir construire une histoire ensemble. Quand vous aviez recruté Kylian Mbappé, vous étiez sûr qu'il serait un aussi grand footballeur? Mbappé, quand on l'a recruté, quand nous, le SMK, en tout cas, à son âge, 12-13 ans, il avait déjà tout d'un très grand joueur parce qu'il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ce garçon-là, il n'avait pas peur de dire que je vais être ballon d'or, je vais être le meilleur joueur du monde, je vais être nanani. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Assalamu alaikum, dal leen ak jàmm ci seen émission Confidence. Tey nag on a le plaisir d'avoir sur notre plateau le responsable recrutement de Caen. Donc c'est un grand dénicheur de talent, donc il mérite vraiment ce nom parce qu'il a eu à dénicher Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Thomas Lemar et aussi Mbaye Niang. Donc on aura le temps de développer sur tout ça. En attendant, je vous présente mon invité. Il s'appelle Djiby Diao. Alors Bonjour, Djiby. bonjour Sonet People, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir, je suis très très heureux d'être là, d'être au Sénégal parmi vous. Alors Djiby, Djiby ne parle pas Wolof. Tout direct. Mais oui, je parle pas Wolof parce que je suis Peul, je suis Ralpulaar. Oui. Voilà, je parle Pulaar. Ah. Et voilà, malheureusement, je ne parle pas Wolof. J'essaie d'apprendre petit à petit. Peut-être qu'un jour, je comprendrai le Wolof. Et malheureusement, moi aussi, je parle pas Pulaar, donc je pense qu'on est obligé de parler français. Ça me va, moi, ça me va. Hein. Je vais pas dire que c'est ma langue maternelle, mais j'ai grandi avec le français. Mais Oui. voilà, ça me va, il n'y a pas de souci. Alors, Djiby, on va commencer par votre enfance. Donc, vous êtes où? Vous êtes grandi où? Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, hein, j'ai grandi à Paris, dans la région parisienne. Voilà, avec un papa sénégalais, une maman sénégalaise. Mes parents, eux, ils sont originaires du Fouta, d'un village qui s'appelle Dembankan. Mon père, il a immigré comme beaucoup de Sénégalais dans les années 75, dans les années 70, je crois que c'est 75 ou entre 75 et 80. Il est arrivé en France tout seul au début et après voilà, et après il a fait venir la maman et après voilà, nous on est nés là-bas. On a grandi là-bas, une enfance très très heureuse hein, dans la banlieue parisienne. Voilà, une enfance sans problème, sans souci, grâce voilà, aux parents qui ont travaillé, qui ont œuvré dur pour ça. Et voilà, aujourd'hui, si je peux parler de mon enfance, je qualifierais d'une enfance très très heureuse et je ne vais pas dire idyllique, mais une enfance très très heureuse, sans problème, sans souci, quoi. D'accord. Et vous avez fait des études? Oui, j'ai été à l'école, j'ai passé mon bac. Après le bac, comme moi très tôt, j'étais orienté vers le football. Voilà, nous. Depuis tout petit, comme beaucoup de garçons en France, hein, un peu partout même dans le monde, hein, je rêvais de devenir footballeur. Du coup, j'ai eu la chance, j'avais un peu de talent. Du coup, je me suis orienté dans les équipes élites à l'époque hein, de chez nous. Et puis voilà, j'ai joué au foot jusqu'à un certain âge. Et après, malheureusement, je me suis blessé. Comme on dit la phrase, quand on n'arrive pas, on dit qu'on a les croisés. Oh. Mais non, sérieusement, je me suis blessé très, très, très jeune au genou. Et du coup, voilà, j'ai pas pu continuer au foot. Mais oui, j'ai baigné dans le monde du foot très, très jeune, quoi. D'accord. Donc, pour parler foot, hein, donc, vous étiez passionné ou bien vous avez dit, enfin, votre papa ou bien vos frères, ils vous ont boosté à faire ça ou ça s'est passé comment? Tout naturellement, parce que nous, on a grandi
j'ai grandi en tout cas dans un quartier avec mes frères et mes sœurs. Et il y a une chose dans les quartiers où on ne peut pas éviter. Voilà, c'est le football. Pourquoi? Parce que le football, il suffit d'un ballon et un peu d'espace. Et puis voilà, il peut y avoir 20, 30 gamins qui se mettent à jouer. C'est-à-dire que c'est un sport populaire par sa facilité à être accessible. Et c'est pour ça que voilà, je me suis orienté dans le foot naturellement. Mais mon père disait qu'il jouait au foot, mais je ne l'ai jamais vu jouer au foot. Hein, mais apparemment, il disait que c'était un bon joueur de foot quand il arrivait à l'époque. Parce que tu sais, quand ils sont arrivés au début, ils étaient dans des foyers de jeunes travailleurs. Et deux fois, ils avaient des associations, ils faisaient des matchs le week-end. C'est vrai que j'ai vu quelques photos où il était sur un terrain de foot. Après, est-ce qu'il jouait bien ou pas, je ne sais pas. Peut-être que ça vient de là. Mais vous savez, eux, quand la famille elle est arrivée, les enfants ils commencent à naître, voilà, les parents ils n'ont pas trop le temps de penser football. Je pense qu'ils sont très très occupés à beaucoup travailler pour la réussite de leurs enfants. Voilà, mais je pense que voilà, le quartier, un petit peu d'espace, un ballon de foot, et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est orienté un peu dans le football. Ouais. Et vous avez été dans une école de foot ou Oui, j'ai été dans une école de foot. Moi, j'ai joué un peu partout en Île-de-France, dans les meilleures équipes élites très jeunes. Hein. J'étais à Poissy, l'AS Poissy. Après, j'ai fait Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, c'est un club d'ailleurs où Abibay il est passé, hein, l'international sénégalais chez vous. Après, j'ai fait le PSG. J'ai joué aussi au Muro. Voilà, j'ai fait beaucoup de clubs élites. Ouais. Et après, arrivé à un âge, j'ai eu un problème de genou. Du coup, j'ai dû arrêter le foot à ce moment-là, quoi. D'accord. Ouais. Et c'était à quel âge votre première sélection? On dit ça, sélection? Premier recrutement? Au recrutement, oui. Oui, nous, on l'a fait très, très tôt. Hein. Tu sais, nous, on était baignés dans le foot déjà très, très, très tôt en primaire. Ouais. Du coup, nous, les premières sélections, ils se font à 12, 13 ans dans les clubs élites. Nous, on appelait ça des détections à l'époque. On allait avec des bandes de copains, on était 50 et on allait faire des détections. Et voilà, j'ai été repéré à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est fini, je vais devenir un grand joueur. Voilà, malheureusement, après la suite, comme je vous ai évoqué, une petite blessure et il fallait après réfléchir à autre chose, quoi. Oui. Et alors là, on va parler de la blessure, parce qu'en fait, avoir des rêves aussi, et un bon jour, les rêves sont brisés. Donc, déjà, ça s'est passé comment la blessure? C'était pendant un match de foot ou bien entraînement ou Ça s'est passé pendant un match. Oui. Je me suis fait tacler. Après, du coup, parce que pour tout vous dire, j'avais un petit problème de genou bien avant, beaucoup plus jeune. Mais du coup, je m'étais fait opérer, il n'y avait plus de soucis. Et après, pendant un match je crois que c'était en U15. U15, j'avais à peu près 14 ans. Sur un tacle, j'ai eu une double fracture du genou. Et je me souviens, je suis parti à l'hôpital, tout de suite opération. Le médecin m'avait dit à l'époque, si vous arrivez à recourir, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'il m'avait dit déjà, si vous arrivez à recourir, et je me souviens, j'étais sur mon lit d'hôpital, très malheureux, parce qu'on se dit tout de suite, voilà, le rêve de devenir pro s'envole. Et puis voilà, et j'ai eu de la chance, à ce moment-là, d'être accompagné par mes parents, par mes frères, tout le monde, voilà, m'a dit que c'est pas fini, tu peux avoir une belle vie même sans jouer au foot, mais voilà, mais à cet âge-là, on rêve tellement de football qu'on se dit, voilà, pour moi, tout était fini à ce moment-là. Et après, voilà, avec l'entourage, l'aide de tout le monde et l'aide du médecin aussi à l'époque, hein, avec qui on a fait un super travail de rééducation, tout ça, pour que je puisse au moins bien marcher. Et même avec beaucoup d'efforts, j'ai même pu revenir un peu sur un terrain de foot, mais j'ai pas pu jouer au plus haut niveau parce qu'à un moment donné, quand ton genou il est cassé, quoi. Ouais, ouais. Et c'était à 14 ans. À peu près, oui, 14 Oui. ans. Ouais. Et à partir de là, vous avez eu d'autres rêves ou bien vous saviez que tôt ou tard, vous allez travailler dans le foot? Sincèrement, à cet âge-là, je me disais que j'allais encore devenir footballeur. Je voulais pas accepter les choses. C'est-à-dire que je jouais en boitant. Je me souviens, mes copains, même il y avait quelques copains qui rigolaient sur moi parce que je jouais en boitant. Je me suis adapté avec cette blessure. J'ai continué à jouer encore. J'ai espéré jusqu'à 18, 19 ans, comme ça, en essayant de forcer le destin. Mais voilà, il y a un moment, quand tu arrives à 18, 19, 20 ans, quand on sait que c'était terminé, c'était vraiment terminé. Je l'ai su sur une détection, sur un club. Il y avait un club qui venait faire une détection. C'était un club suisse. Je crois que c'était le Servette de Genève qui venait faire une détection en région parisienne.
Et quand je suis parti, j'avais 17 ans et demi, faire la détection, toujours dans le rêve de devenir professionnel. À ce moment-là, au moment de l'échauffement, le préparateur athlétique du club, hein, parce que il m'a stoppé, il m'a dit Monsieur, vous arrêtez, pourquoi vous êtes blessé? Et moi, je lui ai dit non, je ne suis pas blessé. Il me dit si, vous boitez. Je lui ai dit non, je ne suis pas blessé. Et lui m'a dit ah non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas jouer au foot comme ça. Là, c'est le monde pro. Et à partir de là, je suis rentré chez moi. J'ai su que c'était vraiment fini le football. Je savais que le football, mon rêve de devenir professionnel était vraiment terminé. Parce que même avec la blessure, j'arrivais quand même à faire des bons matchs. Voilà, je ne voulais pas accepter que je ne pouvais plus faire du foot de haut niveau. Et du coup, j'ai forcé. Et jusqu'à que vraiment, il y a un club pro qui m'a dit, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Voilà, et avec la maturité, parce que c'est plus facile de l'accepter à 18, 19 ans qu'à 14 ans. D'accord. Et là, je me suis dit, ouais, là, c'est vraiment fini. D'accord. Donc, le moment où vous vous êtes rendu compte du moins que c'était vraiment fini, est-ce que vous avez eu d'autres rêves? Qu'est-ce que vous aviez programmé de faire après? Je me suis dit que je vais faire le maximum pour rester dans le football. D'accord. Je me suis dit, je vais faire le maximum pour rester dans le football. Mais à cette époque-là, j'étais comme beaucoup de garçons. Je pensais que c'était soit t'es joueur professionnel, soit c'était terminé. Je n'avais pas la fibre d'être entraîneur. Et je me suis dit, voilà, je ne peux pas être entraîneur, je ne peux pas être joueur de foot, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, voilà, je vais essayer d'être dirigeant. J'ai été un peu dirigeant dans des clubs amateurs autour de chez moi. Mais voilà, mais j'avais toujours ce rêve de vivre de ma passion, d'être dans le football, de faire du haut niveau à travers autre chose. Voilà, et c'est là que, 1 an et demi après, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est un agent à l'époque, qui m'a présenté le responsable à l'époque du recrutement du Stade Malherbe de Caen. Et il m'a dit, voilà, il cherchait un recruteur, ça peut être la chance de ta vie. Je suis parti tenter ma chance. Après un entretien, le responsable m'a donné ma chance. Et voilà comment j'ai débuté le recrutement au Stade Malherbe de Caen. D'accord. Juste à l'espace d'1 an. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, voilà. 1 an et demi, ouais. D'accord. Vous avez commencé à être recruteur. Et c'était comment le début? Le début, c'est tu rentres dans un univers que tu ne maîtrises pas. Je connaissais le football, mais comme je dis, il y a deux façons de voir le football. Il y a la façon, il y a la façon dont le spectateur voit un match de foot et la façon dont le professionnel voit un match de foot. C'est deux visions qui sont complètement différentes. La différence, c'est vraiment l'efficacité. Le professionnel cherche l'efficacité, le spectateur cherche le spectacle à se diversifier. C'est-à-dire que le spectateur, lui, quand il va aller sur un terrain, il va regarder celui qui dribble le mieux, celui qui fait un peu plus de gestes spectaculaires, alors que le professionnel, il cherche l'efficacité. J'ai eu du mal au début sur la transition entre le bon joueur qui est le plus spectaculaire et le joueur efficace. C'est-à-dire que dans les débuts, j'ai fait peut-être 2 ou 3 petites erreurs. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui a cru en moi, hein, qui s'appelle Laurent Glaise, hein, qui était le responsable du recrutement à l'époque, et qui m'a dit, voilà, qui m'a expliqué tranquillement, qui m'a dit, il faut qu'on cherche l'efficacité. Et après, sur ma deuxième saison, je me suis assis, j'ai dit, JB, si tu cherches pas, si tu n'es pas efficace, tu vas pas durer longtemps dans ce métier. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai mis des stratégies en place, j'ai essayé d'innover sur une méthode de recrutement. Je me suis dit, je vais me lever plus tôt que tout le monde, je vais bouffer du terrain, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu de la chance, grâce à Dieu, d'être efficace. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette efficacité, j'ai réussi à la renforcer par des stratégies, des techniques pour être de plus en plus efficace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a eu des grands noms que j'ai recrutés. Parce que, comme on dit, hein, chaque travail, à un moment donné, paye. Et j'ai beaucoup travaillé pour que ça fonctionne, quoi. Et les recrutements, ça se passait juste en France ou bien vous sortez de la France souvent? Ça arrivait que vous sortiez du pays? Au début, à Caen, la stratégie de recrutement, elle est au début autour de Caen. Pourquoi? Parce que on recrute des jeunes garçons. C'est-à-dire que quand on recrute des garçons qui ont 12 ans, 13 ans, on essaie que ce soit autour de chez nous. Pourquoi? Parce que le garçon de 12-13 ans, il a besoin quand même de sentir qu'il n'est pas loin de chez lui. Il a besoin que ses parents aussi ont besoin de sentir que leur garçon n'est pas loin. Et après, plus on monte en âge,
plus on élargit le champ de recrutement. C'est-à-dire que quand on arrive en formation, parce que 12, 13 ans, 14 ans, c'est la préformation. 15, 16, 17, jusqu'à 18 ans, c'est la formation. Quand on arrive en formation, là, on élargit un peu le champ de recrutement. Et là, on peut recruter hors région. C'est-à-dire, nous, on est basé en Normandie. On peut recruter sur Paris, on peut recruter dans le sud. Et après, en post-formation, à partir de 18 ans, là, on peut commencer à recruter en Europe et en Afrique, au Brésil, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a toujours le même fil conducteur. C'est-à-dire qu'on a toujours ce fil conducteur avec le même état d'esprit, la même qualité des joueurs, avec des mentalités différentes. Et un Africain, quand il arrive au SM Caen, avec une mentalité différente, il ne nous apporte pas que techniquement, il ne nous apporte pas que sur l'aspect footballistique, il nous apporte beaucoup sur l'aspect humain. Parce qu'un garçon qui a grandi en France, un garçon qui a grandi en Afrique, ils n'ont pas le même vécu. Chacun a son vécu. Et le brassage de tous ces garçons qui viennent sur des différents horizons fait une force au quotidien au SM Caen. Parce que l'Africain, il débarque, il voit un peu comment le jeune Canet vit, le jeune Canet échange avec le jeune Africain. Et ça, à un moment donné, ils se nourrissent de beaucoup de choses qui dépassent le football. C'est pour ça que je dis toujours le football, c'est un vecteur qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire que tu peux parler allemand, français, soninké, anglais. Si on vous donne le ballon, vous allez parler le même langage. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est riche dans le métier du recrutement. C'est vraiment de rassembler des garçons qui ont grandi dans différents horizons et de pouvoir construire une histoire ensemble. D'accord. Et c'était qui le plus grand nom? Il n'y a même pas. Bon, le premier. Je dirais le plus grand nom, je peux le dire, parce que le plus grand nom aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Forcément, Kylian Mbappé, on l'avait détecté, il avait 12 ans, 13 ans. Après, malheureusement, on est descendu, ça n'a pas pu se faire pour des raisons économiques. Mais c'est forcément le plus grand nom aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, je suis aussi fier de tous les joueurs qu'on a recrutés, même qui sont passés pro ou pas pro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a recruté des joueurs qui sont pas passés pro, qui sont devenus des banquiers, qui sont devenus des assureurs, qui sont devenus des grandes personnes. Et je suis fier de tous ces garçons qui jouent dans les grands clubs européens, mais je suis aussi fier des garçons aujourd'hui qui sont pas devenus pros, mais qui arrivent à vivre de leur vie tranquillement, quoi. Le recrutement ici, est-ce que vous envisagez de venir recruter ici au Sénégal? On recrute déjà au Sénégal. Ah. On recrute déjà au Sénégal. Pourquoi on recrute déjà au Sénégal? Parce que aujourd'hui, le Sénégal a peut-être les meilleurs joueurs d'Afrique. Par leurs résultats, ils ont montré qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualité. Aujourd'hui, le football sénégalais, on le voit dans les championnats internationaux des jeunes. Ils ont des bons résultats. En Afrique, ils gagnent presque tout. La Coupe du Monde, ils font demi-finale. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. Et ils ont gagné en discipline aussi. Voilà, ils ont gagné en discipline. Maintenant, forcément, ça intéresse tous les clubs européens de venir chercher ces garçons-là au Sénégal. Mais voilà, maintenant, nous, l'idée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de vraiment faire un gros travail de préformation, formation chez nous. Et peut-être, voilà, en post-formation, de compléter avec quelques Sénégalais qui vont pouvoir nous apporter cette fraîcheur et ce côté un peu exotique du football sénégalais, quoi. Et vous recrutez à partir de quel âge? Si ce sont des Sénégalais, des Africains, en fait, hors région. Ouais. Le recrutement international, il est régi par la loi, par la FIFA. Un garçon qui a moins de 18 ans ne peut pas être recruté par un club européen, déjà. Et nous, ça nous permet... C'est même mieux. Pourquoi? Parce que comme ça, le garçon, quand il arrive, il est mature, il est mûr, il peut s'adapter plus facilement. Parce que s'il n'y avait pas cette loi-là, que vous imaginez des garçons de 13, 14 ans quitter leur pays natal, venir en France, changer de climat, voilà, l'adaptation, elle est trop compliquée. C'est pour ça que je pense que 18 ans, c'est le bon âge pour que ces garçons-là viennent, et l'intégration, elle est plus facile parce qu'ils sont un peu plus grands. D'accord. Alors, quand vous aviez recruté Kylian Mbappé, vous étiez sûr qu'il serait un aussi grand footballeur? Vous savez, le recrutement, ce qui est difficile dans le métier, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les garçons vont devenir. On peut dire que lui, ça va être un grand joueur. Malheureusement, ça devient, on loupe, ça devient un bon garçon, mais pas forcément un bon joueur. Mbappé, quand on l'a recruté, nous, le SM Caen, en tout cas, à son âge, 12, 13 ans, il avait déjà tout
d'un très grand joueur parce qu'il avait une qualité technique au-dessus de la moyenne. Mais voilà, il y avait aussi l'environnement avec une bonne famille, la maman, le papa qui étaient des sportifs. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué chez ce garçon-là, c'est sa détermination. C'est-à-dire que même quand il venait faire des stages chez nous, ce garçon-là, il n'avait pas peur de dire je vais être ballon d'or, je vais être le meilleur joueur du monde, je vais être nanani. Il voulait, à chaque fois, il voulait manger le premier, arriver sur le terrain le premier, et les gens lui posaient la question mais pourquoi tu veux faire? Parce qu'il veut gagner le premier jeu, il voulait tout le temps gagner. Et le bon joueur, c'est un compétiteur. Et Mbappé, depuis tout petit, il a toujours voulu gagner. Après, est-ce que c'est ça qui a fait sa réussite? Je pense que ça a joué, mais je pense que ça, c'est des joueurs qui sont déjà destinés, qui ont déjà le truc pour faire du très très haut niveau. Parce qu'il avait déjà le talent et il avait cette capacité à travailler tous les jours. D'accord. Et être sérieux, être ambitieux. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, quoi. Ouais, d'accord. Et il y a aussi Maïno, lui, c'est un Sénégalais. Oui, Nyang, c'est un Sénégalais que j'ai recruté à 12-13 ans aussi, hein, qui a marqué l'histoire du club. Pourquoi? Parce que c'est le plus jeune joueur. Je dirais même qu'il a marqué l'histoire du football français parce que c'est l'un des plus jeunes joueurs à avoir joué en Ligue 1. Ah, Et c'est l'un des plus jeunes joueurs à avoir marqué un but en Ligue 1. Quand il a marqué, je crois qu'il avait 16 ans et quelques mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà, après Mbaye il est arrivé chez nous avec son caractère, ses qualités, ses défauts. Mais c'est un joueur qui avait beaucoup, beaucoup de qualités techniques. Il avait une qualité athlétique aussi parce qu'il était grand, il allait vite. Et voilà, et la carrière qu'il fait aujourd'hui ne nous étonne pas, puisque déjà à 16 ans, il était déjà en Ligue 1. À 16 ans, je me souviens d'un match où on jouait le maintien contre Marseille. Il avait à peine 16 ans. Et nous, on était au centre de formation. Forcément, quand tu joues le maintien, bah, le club est un peu, on est un peu en souci, quoi. Même si on a l'habitude de monter et de descendre. Mais quand tu joues le maintien, c'est jamais évident. Et Mbaye Niang, lui, qui se promenait dans le centre de formation, qui disait à tout le monde, non, vous inquiétez pas, les gars, ce soir, je règle le match. Et toi, quand tu vois un gamin de 16 ans qui te dit, tout le monde est inquiet, lui, il vous dit, vous inquiétez pas, je vais régler le match, en sachant qu'on jouait contre le grand OM, hein, c'était Mandanda dans les buts, c'était Enze dans la défense centrale qui chargeait Mbaye. Et le match, il commence. Voilà, un quart d'heure de jeu, Mbaye Niang qui accélère sur Enze, tir croisé, but. Et là, je me suis dit, ce garçon-là, il a vraiment quelque chose. Il a vraiment du caractère à 16 ans faire ça. Et après, ça s'est vérifié parce que c'est le grand Milan AC qui est venu le chercher avec le grand Galliani. Ils sont venus en avion privé, venir chercher un gamin, il avait 17 ans parce que c'était un an après. Et c'est comme ça qu'il a atterri au Milan AC à 17 ans en train de jouer avec les Balotelli et tout. ah, d'accord. Voilà. Il y a aussi N'Golo, hein, c'est ça? N'Golo Kanté, c'est un exemple d'humilité. C'est un exemple d'humilité parce que N'Golo Kanté, c'est quelqu'un qui est venu dans le tard. Parce que lui, il est venu en post-formation chez nous. C'est-à-dire que quand il est venu, il était déjà à 19, 20 ans. Il était venu ce qu'on appelle la post-formation. N'Golo Kanté, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de patience dans sa vie. Parce que quand il était plus petit, il était à Montrouge. Comme c'était le plus petit, bah, les gens ne le voyaient pas. Ils n'ont pas détecté. C'est pour ça que moi, il avait fait un reportage, j'ai bien aimé parce qu'il parlait de sa mère. Sa mère lui disait, t'inquiète pas, ton heure elle va arriver. Reste comme t'es, reste humble. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné ta petite taille, c'est pas grave. Avec ta petite taille, tu vas faire des grands choses. Et j'ai jamais vu une personne aussi humble. Aussi humble. Quand les joueurs ils arrivent dans le club, on leur fait visiter les appartements, on essaie on essaie de les mettre dans les appartements grands standing. Bah, N'Golo Kanté, pendant une journée, on n'arrivait pas à trouver ce qu'il voulait. Les gens, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas content des appartements qu'on lui fait visiter. Non, lui, ce qu'il voulait, en fin de compte, c'était un petit studio. Il était toujours le premier à l'entraînement, toujours le dernier à sortir, toujours le sourire. C'est quelqu'un qui a marqué le club par sa générosité, le coach, il avait donné, quand on parlait de N'Golo Kanté, il dit, je lui ai parlé que 3 fois en 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui arrivait toujours à l'heure, qui faisait toujours ses matchs. Et dès que tu disais ça va N'Golo, il disait oui, avec un sourire. Et à la fin du match, il prenait sa petite trottinette, sa petite voiture, il prenait son sac à dos, il rentrait chez lui. Et franchement, la carrière qu'il a fait derrière, ça m'a pas étonné parce que il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir accéder au très très haut niveau. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir. L'année où il est parti à Leicester, il a été champion d'Angleterre. Après, il est parti à Chelsea, il a été champion d'Angleterre encore. Après, Coupe du Monde. C'est vraiment un garçon où nous, au SEMCAN, tout le club est fier qu'il est passé par chez nous, quoi. Ouais, d'accord. Et pour finir, parler de Thomas Lemar.
côté recrutement. Ouais, Thomas Lemar aussi, hein, champion du monde aussi. C'est un garçon qui venait des Antilles. On avait un partenariat avec la Guadeloupe. Voilà, sur les interligues, c'est les sélections régionales de jeunes. Thomas Lemar, il est venu, on l'a détecté. Et il est venu, il a fait sa formation. C'est quelqu'un de très humble aussi, hein, qui a de l'humilité. De toute façon, moi, je dis toujours, hein, c'est pas le talent le plus important dans la formation. Le plus important, c'est les garçons qui gardent cette fraîcheur, cette humilité et qu'ils essayent de travailler sur le long terme. Parce que tu peux être très bon en U13 et pas passer pro. Par contre, tu peux être moyen en U13 et faire une grosse carrière. Pourquoi ? Entre U13 et l'âge pour faire la carrière, il y a quelques années qui passent. Qu'est-ce que tu fais sur ces années-là ? Sur ces années-là, on va le découper en mois, on va le découper en jours, on va le découper en heures. Pourquoi il faut le découper en heures ? Parce que dans une journée, il y a 24 heures. La journée de 24 heures, tu t'entraînes 2 heures. Il reste combien de temps ? Il reste 22 heures. Le gamin, pendant ces 22 heures-là, c'est ce qu'il va faire, qu'il va passer pro ou pas. C'est bizarre ce que je dis, mais les gamins qui ont compris que les 22 heures sur la journée de 24 heures, c'est ce qui va faire qu'ils vont passer pro ou pas. Mais il y a beaucoup de gamins qui n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent qu'il faut juste être bon à l'entraînement. Ouais. Pourquoi dans ces 22 heures, il y a quoi ? Il y a l'école, ta façon de te comporter à l'école, ta façon de dormir. Si tu dors à 3h, 4h du matin tous les jours, à un moment donné, le corps, il ne va pas suivre. Quand on va commencer à te mettre des muscles, quand on va commencer à vouloir appuyer un peu sur le corps, tu vas lâcher. Il y a la récupération. En formation, on demande aux garçons de faire beaucoup de soins, de faire récupérer leur corps. Si à la fin de l'entraînement, tu as les jambes un peu fatiguées, tu ne fais pas de récupération, tout ça se paye. En gros, c'est pour dire que le football, ces garçons qui sont devenus pros, ce n'est pas de la chance. C'est vraiment un travail au quotidien et une rigueur quotidienne qui fait qu'à un moment donné, ça passe ou ça passe pas. Mais si pendant des années, tu n'es pas rigoureux sur tout l'aspect technico-tactique, sur l'aspect récupération, sur l'aspect vidéo, sur tout ce qu'on te dit, ton cerveau, ça ne passera pas. Oui. Parce que 3% seulement font du haut niveau. Dans les 3%, 1% seulement font carrière. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment très élitisme. C'est-à-dire c'est vraiment... Le filtre, il se fait naturellement, mais ça élimine vraiment énormément d'un seul coup. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les garçons qui aspirent à devenir footballeurs, qui rêvent de devenir footballeurs, ils ont le droit de rêver, mais ça demande une exigence au quotidien sur le long terme. C'est pour ça que j'ai pris des années, je les ai découpés en mois, je les ai découpés en semaines, je les ai découpés en jours, pour qu'à la fin on parle d'heures. Voilà. C'est très très important que les garçons ils comprennent ça. Quand tu es en formation, tu es footballeur 24 heures sur 24. Et c'est ça qui est dur. Pourquoi ? Parce qu'on demande à un garçon de 12-13 ans d'être très sérieux pendant 24 heures sur 24. D'être sérieux sur la nourriture, sur le temps de récup, sur sa façon de se comporter, sur les entraînements. Tout ça, c'est ce qui s'est additionné, c'est ce qui va faire que tu vas être un sportif de haut niveau. Oui. C'est pour ça que je dis toujours, je peux me permettre de dire ça dans votre émission, il faut vraiment respecter les joueurs qui passent pro. Il faut respecter les joueurs qui font carrière, parce que c'est vraiment pas de la chance. Ils ont vraiment travaillé pour arriver à là. Oui, exactement. Ouais. Et si on parle du foot sénégalais, disons que il y a vraiment de grands joueurs au Sénégal, mais pourtant on en est toujours au Nawetan. Je ne sais pas si vous connaissez Nawetan. Oui, je connais le Nawetan. Au championnat, mais c'est tout le temps la même chose en fait. Donc, vous pensez qu'on devrait faire quoi pour développer le football sénégalais ? Moi, de ma petite place de responsable de recrutement du Stade Malherbe de Caen, j'ai une petite vision comme ça. Aujourd'hui, le football sénégalais a tout ce qu'il faut pour devenir un championnat majeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les bons joueurs qu'il faut. Maintenant, moi, je pense que c'est un projet qui doit être un projet d'État. Pourquoi je dis que c'est un projet d'État ? Parce que ce qui fait la différence par rapport aux Sénégalais et aux Brésiliens, c'est juste les infrastructures. Voilà, les infrastructures. Si à un moment, nous, les Sénégalais, on se pose les bonnes questions en se disant, on a les meilleurs joueurs, on a peut-être les meilleurs joueurs de la planète. Il y a des académies qui arrivent à faire ce travail, à les mettre en évidence, mais ils sont très peu. Si on arrive aujourd'hui à faire que l'État, que les sociétés privées investissent sur les infrastructures, ça nous donnera des championnats comme le championnat du Brésil. Comment rentabiliser ça ? Parce que forcément, c'est des coûts.
Bon, après, moi, je ne suis pas économiste, hein, mais je donne mes petites idées. Bah, imaginez-vous aujourd'hui, les Sadio Mané, les Ismaïla Sarr, les Lamine Camara, jouer au Sénégal dans des beaux stades et qui sont mieux payés. Forcément, ils ne seront pas tout de suite attirés par l'Europe. Forcément. Je pense qu'ils seront plus, ils se dire, je suis au Sénégal, je gagne, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 euros par mois, je joue dans des beaux stades. Le stade d'Abdoulaye Wade, en venant de l'aéroport, j'ai vu, il est magnifique. Si des stades comme ça, mais un peu plus petits, c'est suffisant, parce qu'on a un peuple ici qui est fan de football, et on va remplir tous les stades. Ça permettra d'offrir un beau spectacle. Parce que ce qui se passe en Europe, c'est des beaux stades avec des bons joueurs qui offrent des beaux spectacles. Ça permettra peut-être aux télévisions locales d'investir sur les championnats. Ça permettra peut-être à des chaînes étrangères de venir investir sur le championnat. Ça permettra peut-être même d'avoir des plus grosses pages publicitaires. Ça permettra peut-être même de faire payer plus aux téléspectateurs, puisqu'ils vont être dans des bons chaises, ils vont être dans des beaux stades, ils vont offrir du vrai spectacle. Je pense qu'il y a une vraie réflexion là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être mené par l'État d'abord. Pourquoi ça doit être mené par l'État? Parce que au Sénégal, pour moi, le football, c'est plus qu'un sport. Je pense derrière, il y a un projet socio-éducatif. Pourquoi je dis un projet socio-éducatif? Parce que tu secoues chaque maison, tu sors au minimum un footballeur. C'est-à-dire que il faut qu'à un moment donné, que l'État, je pense, vraiment, comme je dis, je pense, se dise, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cette jeunesse? Dans cette jeunesse, si on prend un fromage, on le coupe, vous verrez que c'est 80%, c'est les gens qui veulent devenir footballeurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette jeunesse? On va déjà créer des infrastructures pour pouvoir garder les meilleurs joueurs sénégalais. Ensuite, derrière, créer des écoles de foot de l'État, des écoles de foot privées ou de l'État, et expliquer à cette jeunesse qu'il y a le football, mais il y a surtout tout ce qui est autour du football. Pourquoi? Parce que les footballeurs, même si demain on crée des beaux stades, on crée des centres de formation, on restera toujours autour de 3-4% qui vont devenir footballeurs. Comment élargir le pourcentage pour que les autres Sénégalais, puissent profiter aussi de ce beau sport? On va créer d'autres métiers qui sont déjà là, mais former des analyses vidéo, créer des recruteurs, des agents, des PA, des préparateurs athlétiques. Tous ces métiers qui sont autour du football, si demain, sur 10 Sénégalais qui rêvaient d'être footballeurs, il y en a un ou deux qui est footballeur, l'autre, il fait l'analyse vidéo, les 2 autres, ils sont recruteurs, les 3 autres, ils sont agents. Je pense qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné parce que dans le projet footballistique, qui est peut-être l'un des vecteurs économiques mondiaux dans le sport qui est le plus gros, on se dit, au Sénégal, je pense qu'il y a un plus grand marché à prendre en créant plein de choses autour du rêve de tous ces garçons qui veulent devenir footballeurs. L'exemple, c'est mon exemple. Moi, j'ai rêvé de devenir footballeur. Aujourd'hui, je suis heureux parce que je vis de mon métier et je découvre beaucoup de choses, je voyage beaucoup, je réalise des belles histoires avec les gosses que je recrute et aujourd'hui, je les vois à la télé en train de jouer dans les grands clubs. Voilà, il faut vraiment une réflexion là-dessus. Je pense que ça demande une réflexion de l'État, ça demande peut-être des fonds privés, ça demande peut-être des choses qui vont permettre de faire bouger. Il ne faut pas penser aux 2 ou 3 qui vont être pros, il faut penser aux 7 autres qui ne seront pas pros. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut bien réfléchir. Comment s'occuper des 7 autres? Parce que là, aujourd'hui, on s'occupe peut-être que des 2 ou 3 qui seront pros. Mais par contre, les 7 autres qui ne sont pas pros, si grâce au football, on arrive à en sauver 4-5, ça va sauver beaucoup de familles. Voilà, en tout cas, moi, ma réflexion comme ça. Après, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est vraiment une réflexion sur quoi il faut creuser. Pourquoi? Parce que, je vous dis, je le répète, on secoue chaque maison au Sénégal. Il y a 2 ou 3 garçons qui vont dire, je vais être footballeur. Voilà. Ouais. Si demain, c'est des recruteurs, ça peut être bien. Et si demain, c'est des analyses vidéo, ça peut être bien. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. L'économie du football peut être très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous aujourd'hui un Sadio Mané, l'argent qu'il a généré entre les transferts de Metz à Southampton, entre Southampton, Liverpool, et aujourd'hui, il est au Qatar, au Qatar, il me semble, ou en Arabie Saoudite, je ne sais plus. Mais imaginez-vous si ce garçon-là, Sadio Mané ou Ismaïla Sarr, on avait des beaux stades, on avait un championnat qui se vend. Imaginez-vous si le transfert, 3 ans après, c'était du Sénégal en Angleterre. Vous imaginez l'argent que ça peut générer pour que l'État puisse réinvestir encore sur des infrastructures, pour que l'État puisse organiser encore, renforcer son football local.
C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie économie à faire. Au lieu de vendre nos joueurs 300, 400 000 euros, peut-être que tu peux les vendre 300 millions, 200 millions, 100 millions. Je rêve un peu, hein. Mais voilà, je fais exprès de grossir les choses pour expliquer qu'au Sénégal, on a tout ce qu'il faut, sauf les infrastructures. On a fait un beau stade. On est en 2024, pourquoi on ne fait pas plusieurs beaux stades? Pourquoi on n'offre pas un beau championnat? L'exemple concret, c'est le Brésil. Aujourd'hui, le Brésil, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ils avaient cette culture de football comme nous. Ils gagnaient tout, mais à un moment donné, ce qu'ils ont fait, ils ont développé les joueurs et ils les ont gardés. Aujourd'hui, un Brésilien, si tu veux le transférer, tu ne peux pas partir avec moins de 15-20 millions, le meilleur Brésilien. Voilà, moi, c'était un peu ça, cette idée. Et grâce à ça, comme je disais tout à l'heure, on peut revenir sur faire du socio-éducatif, on peut faire plein de choses autour du football, on peut générer beaucoup de choses autour du football qui vont permettre à beaucoup de garçons, comme je disais tout à l'heure, il y a les 3% qui vont devenir pros, mais les 70% qui ne seront pas pros. Si on arrive à augmenter ce pourcentage, que ces garçons, on arrive à sauver 4-5 en plus, ça peut être super, quoi. Ouais. Mais aussi, faut savoir que les joueurs sénégalais n'ont pas cette base, en fait. C'est-à-dire, ils sont formés juste à être des joueurs. C'est-à-dire l'entraînement, les matchs, et puis c'est fini. Ils font pas à l'école. C'est pourquoi la plupart des joueurs sénégalais, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Après, ils ont 20 et quelques, ils partent. Ils apprennent maintenant à parler français ou anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer un tout petit peu la façon de former nos joueurs? De toute façon, comme je disais tout à l'heure, tout part du haut. À partir du moment où, en haut, on a une vraie politique sur le football, autour du football, le projet socio-éducatif, à partir du moment qu'on a dit ça, on va former des écoles de foot. Des écoles de foot dignes de ce nom. C'est-à-dire que des garçons avec une bonne hygiène de vie, avec un parcours scolaire qui est très, très, très bien ficelé, pour que ce modèle se rapproche un peu des centres de formation comme nous on fait en Europe. Voilà. Maintenant, tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faut vraiment une vraie réflexion de l'État, des fonds privés. Moi, on m'a dit qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'argent. Je sais que les Sénégalais n'aiment pas parler d'argent, mais on m'a dit la différence entre la France et le Sénégal, c'est que les Sénégalais préfèrent garder l'argent dans les banques. Voilà, c'est ça la seule différence. Ouais. Aujourd'hui, moi je pense que tout l'argent qui sont dans les banques, il faut commencer à investir, il faut commencer à faire des actifs, il faut commencer à... Comme je dis, je ne suis pas économiste, mais je pense que la différence entre les pays européens et l'Afrique, notamment le Sénégal, il faut qu'on arrête de garder l'argent dans les banques, ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrive à investir, parce que quand on va investir pour soi-même, on va investir pour son pays, on va investir pour les enfants qui vont venir demain. Et c'est ça l'économie en réalité. Mais aujourd'hui, les Sénégalais peuvent sortir beaucoup d'argent, mais par contre, sur l'investissement, il faut faire... Voilà, ça réfléchit beaucoup. Alors que le football, c'est l'un des vecteurs les plus bénéfiques, en tout cas, au niveau de la croissance au monde, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'insiste. Pourquoi je parle même si l'État n'a rien à voir dedans, les gens vont nous dire oui, l'État, c'est pas son rôle, tout ça. Il y a quand même le projet socio-éducatif. Et le projet socio-éducatif, il concerne l'État. Il faut qu'à un moment, l'État se soucie peut-être de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Ça ne va pas concerner toute la jeunesse, mais je vous dis quand même, le football, quand j'arrive au Sénégal, quand je vais dans les maisons, quand je vais voir mes cousins, tout ça, le football concerne beaucoup, beaucoup de monde, direct ou indirectement. C'est pour ça que je vous dis que le projet socio-éducatif autour du football peut être très, très, très important et peut être un vecteur qui peut sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes des rues, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous veniez investir ici? Pour que je puisse venir investir ici. Côté foot, quoi. Oui, moi, mon investissement, c'est surtout de venir donner des idées. Voilà, je pense que c'est surtout les grands chefs d'entreprise qui doivent venir investir. Nous, aujourd'hui, moi, je suis salarié d'un club. Par contre, oui, je suis sénégalais. Si aujourd'hui, je peux donner des idées, je peux aider, je peux accompagner, pour que le football sénégalais se développe, je serais fier. Parce que je suis toujours fier quand le Sénégal gagne. Hein. Je suis franco-sénégalais. Hein. Voilà, même si j'ai grandi au Sénégal, tout ça. Nous, les Sénégalais de France, entre guillemets, on est très, très attentifs à ce qui se passe dans le football sénégalais. Moi, quand je viens, je regarde les académies, comment ils bossent, je regarde les clubs sénégalais, comment ils travaillent. Je suis fier qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines, voire la meilleure équipe africaine. Je suis fier quand je vois tous les jeunes prendre tous les titres. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Comment on fait pour développer, pour aider? Et c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut un Djibi Diaw qui vient donner un coup de main, donner une réflexion? Il n'y a pas de problème. Je pense que tous les Sénégalais de la diaspora qui sont à l'étranger, s'ils doivent donner une réflexion, ils doivent donner une idée, je pense qu'ils le feront. Ouais. Mais la vraie chose pour que ça fonctionne, il faut une politique dans cette direction-là. Ouais. Parce que moi, à mon petit niveau, je ne peux pas venir dire, voilà, je vais révolutionner le football sénégalais, c'est pas vrai. Par contre, des petites idées de chacun peut améliorer, peut faire qu'à un moment donné, les petites idées deviennent des grandes idées et qu'on puisse avancer et qu'on puisse aider ce beau football. Parce que le football sénégalais le mérite. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, on sort des joueurs extraordinaires, alors que je ne suis même pas sûr qu'on a 20% de nos capacités. Alors, JB, qu'est-ce que vous pensez des binationaux? Les binationaux, c'est un sujet qui est intéressant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit des Sénégalais des Franco-Sénégalais qui viennent de plus en plus jouer avec l'équipe nationale. Ça prouve que l'équipe nationale se structure de mieux en mieux. Nous, par exemple, chez nous, on a le petit Gomis, hein, sa mère est française, son père qui est sénégalais, qui a malheureusement, pour le Sénégal, éliminé le Sénégal à la Coupe du Monde. C'est un garçon que j'ai recruté, c'est un gros talent de demain. Tidjane Gomis. Tidjane Gomis, ouais, il est jeune, il a 17 ans, il joue en pro déjà chez nous. Et je pense que voilà, que ça peut être un joueur qui peut-être, aujourd'hui, il joue dans les équipes de France des jeunes. Peut-être que demain, il va jouer peut-être pour le Sénégal. Je pense que ces joueurs qui sont entre la France et le Sénégal, il faut que le Sénégal continue à les suivre, continue à travailler avec eux. Parce que peut-être que là, Tidjane, il joue en 17, 18, 19 avec la France. Peut-être qu'en équipe A, il viendra avec le Sénégal. Parce que c'est un garçon qui a toutes les qualités. Il a une qualité de vitesse, qualité de dribble. Et je pense que ça peut devenir un très, très grand joueur demain. Oui. Peut-être que dans 5-6 ans, on parlera de l'émission et vous allez le mettre dans la liste des joueurs qui sont partis dans les grands clubs européens. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, il est demandé quand même par pas mal de clubs européens déjà. Maintenant, nous, SMCO, on souhaite encore le garder un peu. Mais voilà, après, la concurrence européenne n'est pas évidente parce que je crois qu'il est sollicité par le Bayer Leverkusen, il est sollicité par pas mal de clubs européens, la Lazio de Rome, la Juventus. Mais voilà, ses parents, son père est sénégalais et tout est possible. Après, c'est un travail que la Fédé elle doit faire avec la famille, quoi. Alors, Djibé, comment ça se passe la formation? Dès que vous recrutez un jeune, ça se passe comment? Nous, comme je disais tout à l'heure, on recrute un jeune en préformation à 12-13 ans. Quand il arrive à 12-13 ans, on l'inscrit au collège, 4e, 3e. En parallèle, il a 5 entraînements par semaine, en parallèle de son circuit scolaire 4e, 3e. Ensuite, le garçon, il passe une étape qui s'appelle l'étape de la formation, qui est de 3 ans. Là, c'est l'étape du lycée. À la fin du lycée, il passe la 3e étape, qui est l'étape de la post-formation. Et là, normalement, la formation, elle est calquée sur le projet scolaire pour que le garçon il sorte à 18 ans, pro ou pas pro, avec le bac. Qu'il ait au moins un diplôme, pour nous, le minimum, c'est le bac. Pour que le garçon, soit il est pro, et il a le bac, il peut continuer les études, hein, parce que comme je donnais l'exemple tout à l'heure de Raphaël Guerrero, il a quitté Caen avec une licence. C'est-à-dire que c'est un garçon qui jouait chez nous en Ligue 1, Ligue 2, et qui continuait ses études, qui a continué ses études. Et ceux qui passent pas le cut professionnel, l'idée c'est qu'ils ressortent avec un bac pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active. C'est-à-dire avec le bac, après ils peuvent continuer les études et comme je disais tout à l'heure, voilà, devenir médecin ou ingénieur. Voilà. Le cursus de formation, il est calqué sur le projet scolaire. Et quand vous recrutez un Sénégalais, normal, c'est à 18 ans. Ouais. Donc, vous n'avez pas eu à le former par rapport à l'école et tout. Donc, ça se passe comment à partir de 18 ans? Bonne question. Le Sénégalais, quand il arrive à 18 ans, lui, il arrive tout de suite en post-formation. On le met dans une formation. On lui apprend un métier. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de le mettre dans le cursus normal. Et l'idée, c'est que quand on ramène un Sénégalais, c'est d'éviter de se tromper le moins possible. Pourquoi? Parce que quand on recrute un gamin de 12, 13 ans, 14 ans, dans notre tête, on a déjà un pourcentage d'échecs. On sait qu'ils ne seront pas tous pros. Mais ces garçons-là, ils sont entre guillemets, comme un sport-études. C'est un centre de formation, mais c'est comme un sport-études. C'est-à-dire que ça ne change pas leur vie. C'est-à-dire que ces garçons, qu'ils soient à l'école classique, en dehors d'un centre de formation, ou qu'ils soient chez nous, leur cursus scolaire ne bouge pas.
C'est le même. C'est quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Ensuite, ils ont le bac. Ces garçons-là, on a moins de pression parce que même si à la fin, ils ne sont pas pros, et voilà, ils sortent avec leur bagage et ils peuvent continuer leur scolarité ou bien s'insérer tout de suite dans la vie active. Par contre, quand on délocalise un Sénégalais, bah, il faut qu'on fasse très attention. Si ce garçon-là il est capable de s'adapter, si ce garçon-là il a vraiment les bagages pour nous aider chez les professionnels, parce que la FIFA exige qu'un garçon, quand il quitte son pays, il faut le signer tout de suite pro. Il faut qu'il commence à être dans le circuit professionnel. C'est-à-dire que c'est un autre cheminement. La post-formation d'un joueur recruté au Sénégal, c'est comme si on recrutait un jeune pro, quoi. C'est-à-dire que là, on parle plus trop de l'aspect scolaire, on parle plutôt du jeune pro qui va faire carrière chez nous. Ouais. C'est pour ça que quand on vient en Afrique recruter, souvent les éducateurs, les dirigeants, ils nous disent « Ah, lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon ». Ils ne se rendent pas compte que ce garçon-là, si on le prend, on le ramène en Europe, on n'a pratiquement pas de marge à l'échec, quoi. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de Sénégalais qui partent comme ça, faire des détections par des agents véreux qui les font payer, qui vont faire des détections à gauche, à droite. Et ces garçons-là, tu les retrouves en train de jouer dans des petits championnats et malheureusement, la plupart, tu les retrouves dans la rue. Et je trouve ça très triste. C'est pour ça que je pense que si je peux me permettre de donner un conseil à tous nos jeunes Sénégalais footballeurs qui nous regardent, le recrutement d'un club professionnel, il n'y a aucun agent qui doit vous demander de l'argent. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent pour aller faire un essai, c'est une escroquerie. Voilà, c'est très important de comprendre. Un club professionnel, quand il vient, il observe, il met tout en place pour que le garçon vienne dans des bonnes conditions. Il est hébergé, nourri, logé chez nous. Et ensuite, on le ramène à l'aéroport, il reprend son avion et il rentre. Mais des agents véreux qui vous disent, voilà, il faut payer un tel, je vais te faire un essai, tout ça. Ces garçons, malheureusement, ils terminent comme ça, dehors dans la rue, en France. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit un problème de tous. Il faut que tout le monde sensibilise tous les jeunes pros qui rêvent de devenir professionnels au Sénégal. Il ne faut pas payer des gens pour vous ramener. Parce que moi, je parle en tant que professionnel de football. Aucun club pro ne fait payer un essai, ne fait payer un voyage. Voilà, c'était très important, je pense, de signaler ça pour que ça s'arrête, ce trafic de gamins qu'on ramène en Europe, à qui on demande de l'argent juste pour s'enrichir. Ouais. Et à quand? Enfin, j'ai une question, c'est-à-dire quand vous recrutez un jeune, c'est-à-dire à 12 ans, et puis vous le formez, disons jusqu'à 18 ans, et après, il se retrouve avec une blessure. C'est-à-dire qui est vraiment... qui met fin à sa carrière de football. Donc, disons, après, vous le mettez autre part ou bien vous cherchez à le former sur autre chose ou bien vous le laissez juste partir? De toute façon, nous, à Caen, on a 100% de réussite au bac depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'avant de parler, quand je vais voir une famille avec un garçon de 12-13 ans, je parle d'abord du projet scolaire. Pourquoi? Parce que le projet scolaire, c'est le projet sur lequel on a le plus de chances de réussir. Même c'est le projet qu'on doit réussir. C'est-à-dire que j'évoque toujours le projet scolaire en avant. C'est-à-dire que ça sécurise le garçon qui se blesse, qui ne réussit pas, ça se passe mal, ou il y a un souci. Quoi qu'il arrive, moi je veux que le garçon ressorte avec son diplôme. Oui. Voilà, comme ça le garçon il est sécurisé quoi qu'il arrive. Parce que même s'il ne lui arrive rien, il y a très peu de joueurs qui passent professionnels. Le football, ça peut rester, c'est un rêve pour beaucoup d'enfants, mais malheureusement, ce rêve-là, c'est un rêve dont très peu pourront y accéder. Mais par contre, des milliers de garçons, voire des centaines de milliers de garçons peuvent réussir dans leur vie. C'est pour ça que je dis, le combat, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, que ce soit même partout dans le monde, sur les talents, sur les joueurs de foot, c'est surtout de travailler sur ce projet socio-éducatif autour du garçon. Les garçons, nos jeunes joueurs, ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de vouloir devenir des grands champions, mais il faut qu'on sécurise leur avenir. Et la façon de sécuriser leur avenir, c'est vraiment de faire un gros travail autour du projet footballistique. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'insiste, et je disais que c'était un projet d'État, c'est vraiment un projet d'État. Et est-ce que vous avez eu à former un Sénégalais qui a vraiment fait carrière à Caen? Le Sénégalais le plus célèbre qui est passé chez nous, il s'appelle Pape Fall, c'est international, qui a joué, qui a coaché, qui a tout fait à Caen, et d'ailleurs qui est rentré aujourd'hui, qui a ouvert une académie. C'est vraiment le Sénégalais le plus connu. Mais après, on en a eu quelques-uns qui sont passés, mais le plus connu, c'est vraiment Pape Fall. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des liens avec les joueurs sénégalais ici, les anciens ou bien les nouveaux?
Oui, j'ai des liens avec certains. Il y a Lamine Diatta qui est un ami, et Ladi Diouf, que je connais bien aussi, hein, qui est un ami. Oui, j'ai des liens parce que chaque fois il y a des rassemblements, on va voir les matchs, et surtout que c'est des Sénégalais qui ont grandi en France. Hein, et Ladi Diouf, on le connaît à Paris depuis très très longtemps, avant qu'il aille dans son club pro. Lamine Diatta, qui a fait une belle carrière aussi. Lamine Cissé, qui est au PSG aussi. Hein, voilà, j'en connais quelques-uns. Et on garde des rapports. Quand, à chaque fois, il y a des matchs, tout ça, on essaie d'aller les supporter. Voilà. Mais les plus anciens, non, je les connais pas. C'est vraiment cette génération-là que je connais, quoi. D'accord. Voilà. Bah, Nyang, forcément, qui j'ai recruté très tôt. Oui. Sinon, les anciens, il y a le petit Diao, là, qui est gardien, là. Je crois que c'est le troisième gardien, Diao. Mauvais Diao, qui habite à côté de chez moi, sur Paris. Oui, il y a quelques-uns quand même que je connais. Hein. Ouais. Ouais. Mais surtout, cette génération 2002, c'est surtout avec eux que j'ai quelques rapports, quoi, qu'on se connaît. Ouais. Mais j'aimerais aussi bien parler de la Coupe d'Afrique. Mhm. Comment vous avez trouvé nos matchs? Parce qu'en fait, on ne s'attendait pas du tout aussi à finir l'aventure aussitôt. Donc, c'était quoi le problème pour vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas le mieux placé pour expliquer le problème. Je pense qu'après, le football, c'est rempli d'incertitudes. On peut avoir la meilleure équipe et deux fois, voilà, ça le fait pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi, mon analyse personnelle que j'ai eue, c'est que on avait une équipe qui était très attendue. Moi, je pense que le problème, il n'était même pas chez nous, il était surtout la surmotivation des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils étaient morts, et là, ils ressortent de nulle part. Et on peut pas tuer deux fois, on peut pas tuer deux fois une personne, quoi. Et je pense que voilà, la Côte d'Ivoire, c'était écrit qu'ils devaient gagner cette CAN. Et c'est pour ça que voilà, le Sénégal s'est dressé dans leur chemin. Toutes les équipes qui sont dressées sur leur chemin, et voilà, ils les ont éliminés. Je pense que le souci aujourd'hui, quand je dis souci, je pense que l'histoire, elle était plutôt du côté de la Côte d'Ivoire, hein, que c'était écrit qu'ils allaient gagner la CAN chez eux. Mais voilà, nous, le Sénégal, l'équipe nationale continue à progresser, continue à sortir des très très bons jeunes. Je les ai vus jouer d'ailleurs récemment à Amiens, je crois que c'était contre la Gambie, ou contre le Gabon, non, le Gabon plutôt. Voilà, j'étais agréablement surpris avec beaucoup de jeunes qui sortent. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que cette équipe continue à s'alimenter de jeunes joueurs formés au Sénégal ou des binationaux. Et ce mélange-là, Cissé et son staff, avec Lamine Diatta, tout ça, ils le font bien. Et il faut continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a une équipe sénégalaise qui est respectée au niveau international. C'est-à-dire qu'avant, on a réussi à redorer le blason ces dernières années en mettant une discipline, en mettant des joueurs qui adorent dans le maillot. Voilà, et moi, ça me fait plaisir quand je vois le coach Cissé qui a du mal à faire une liste. Oui. Ça prouve que la bonne santé du football sénégalais. Parce qu'il y a des pays, malheureusement, tu as du mal à mettre le 14e, 15e joueur. Hein. Là, aujourd'hui, Cissé, il a l'embarras du choix pour faire sa liste. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que c'est que tu as déjà sûr plus de bons 23 joueurs qui peuvent jouer en sélection, quoi. Ouais. Mais moi, je suis pas inquiet pour le football sénégalais parce que voilà, c'est une terre de foot. Tout le monde veut, beaucoup de jeunes veulent devenir pro. Beaucoup de jeunes, forcément, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui vont devenir des grands champions, qui vont alimenter toutes ces équipes, l'équipe nationale. Et je suis vraiment pas inquiet. Après, la Coupe d'Afrique, c'est un match, élimination directe, c'est avec des faits de jeu. On aurait pu tout de suite tuer le match, mais je pense sincèrement, c'était plutôt que c'était écrit que la Côte d'Ivoire allait gagner. Allez gagner. Voilà. Je pense que c'était plutôt un scénario qui a été déjà écrit et que même si on aurait joué le match 10 fois, peut-être qu'on l'aurait pas gagné. Effectivement. Et je félicite cette équipe ivoirienne aussi qui a fait un bon mondial, une belle Coupe d'Afrique chez eux et qui méritait de gagner cette Coupe d'Afrique, quoi. Effectivement. Alors moi, je pense que c'est pas pour rien qu'on vous appelle le dénicheur de talent. Donc, j'aimerais bien savoir comment vous faites. C'est quoi votre secret pour savoir que ce jour-là, c'est vraiment un bon pour pouvoir le recruter? D'accord, vous voulez que je vous dise où je cache mon or? Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que quand on recrute un garçon, on recrute un garçon par rapport à ce que nous voulons en faire.
C'est-à-dire que chaque club a son modèle et son profil de joueur. Nous, au SM Caen, par exemple, pour parler un peu de technique, sur les côtés, on veut que ça aille vite. Dans l'axe, on veut que ce soit athlétique. Tout dépend du système, tout dépend de comment le coach de l'équipe première joue. Il n'y a pas vraiment d'idée exacte. Après, moi, j'ai des références sur la détection par rapport aux jeunes joueurs, hein, sur des appuis, sur la maîtrise technique, sur la relation au ballon. Voilà, ça, c'est des petits indicateurs qui sont propres à chacun. C'est-à-dire que demain, si on ramène 10 scouts, on va avoir le même joueur, on n'aura pas le même retour, le même rapport. Voilà, c'est vraiment personnel. Après, il y a l'efficacité. On peut avoir dire, lui, demain, il va nous dire, un tel, il est bon, l'autre, il n'est pas bon. Le recruteur, on le voit par l'efficacité. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être efficace sur le long terme. Et j'espère l'être encore, parce que c'est ça qui compte. Et dans le foot, l'efficacité à tous les niveaux, c'est ça qui compte. Sortir les joueurs, c'est l'efficacité. Dans un match de foot, ça se joue à deux choses. L'efficacité dans tes 40 mètres, l'efficacité dans les 40 mètres adverses. C'est ça un match de foot. Tout ce qui se passe au milieu de terrain, tout ça, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu peux garder le ballon pendant 1 heure sur les 1h30 du match, à me faire tourner, tout ça. Je viens 10 minutes dans ta surface, je marque, je suis efficace. Le recrutement, c'est la même chose. On peut brasser, on peut faire le tour du monde, on peut chercher des joueurs partout. Mais si demain, moi, je vais juste à côté de chez moi, je trouve un talent qui devient le talent de demain, là, je suis beaucoup plus efficace que quelqu'un qui a pris un avion, qui a fait le tour du monde, qui a fait 10 000 km. Ouais. Tout est une histoire d'efficacité. Comment trouver l'efficacité? C'est vraiment propre à chaque club. Voilà. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Je pense qu'on a bien échangé, on a bien évoqué. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis très content d'avoir échangé avec vous sur cette émission parce que c'est assez important que les jeunes Sénégalais comprennent un peu comment ça se passe entre les recruteurs qui viennent observer les jeunes, comment ça se passe en Europe, comment ça se passe un peu le filon du football. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je pense que aujourd'hui, on est vraiment un pays de foot. Il faut qu'on continue à développer, à améliorer, tous ensemble essayer d'aider vraiment cette jeunesse parce qu'il y a de la qualité, il y a de l'espoir. Il faut vraiment qu'on continue. Et après, je vais finir bien sûr par vous remercier pour l'accueil. Et voilà, peut-être je reviendrai un jour. Mais en tout cas, je remercie la production, je vous remercie et je remercie tout le monde. Je dis bonjour à mes parents, forcément. J'ai des parents, des cousins, des amis qui sont au Sénégal. Je passe le bonjour à tout le monde. Et que voilà, et je souhaite la paix dure au Sénégal. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Et merci. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, chers internautes, aujourd'hui je suis habillée par Monica et coiffée par DJ Abouti. On vous remercie et on vous donne rendez-vous dans un autre épisode de Confidence.